après à peu près 1 an et demi de réflexion, de casser ranger, comme on dit. Beaucoup de travail avec Ekiom, Lorena, directement pendant toute cette période, avec les différents experts, avec les différents partenaires et l'équipe. Merci d'ailleurs pour leur soutien. Vous êtes aujourd'hui donc présents ici pour cette 3e phase de notre programme l'Industrie d'IME qui a été lancé en 2021. Nous remercions donc toutes les personnes présentes aujourd'hui, à savoir les entreprises participantes, notre prestataire Ekiom et les 2 experts qui ont fait ce long voyage depuis la France. Ils sont arrivés hier matin et qui sont parmi nous aujourd'hui. Et évidemment tous nos partenaires, collaborateurs présents également aujourd'hui. Quelques petites règles simplement pour rappel. Nous aurons également des temps de questions-réponses comme vous pouvez vous le voir dans le déroulé tout au long des présentations de chacun. Donc je vous invite à avoir une petite réflexion tout au long de ces interventions et de bien garder les questions en tête. Donc nous aurons pour commencer une petite partie protocolaire légère et rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc sans plus attendre, j'invite notre CEO, Shirin Ghani, pour un petit discours d'introduction. Bonjour à tous. Bon, je rejoins Samuel, je suis aussi très contente de vous voir ici présents, aussi nombreux, dans cette magnifique salle. On s'y sent déjà bien et on a hâte de voir ce qui va s'y dérouler. Donc, membre du conseil de l'administration de l'AMM, bonjour et bienvenue. Dr Nilia, Manager Research and Project HRDC. Pamela Chan de la MCB, Head of Business Banking, bienvenue Pamela. C'est votre première fois parmi nous et je suis ravie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Vincent Lagarde, Vincent, fondateur du groupe AVA. Toute l'équipe d'Ekiom, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis, je vous souhaite la bienvenue en cette journée qui, je l'espère en tout cas, marquera un tournant pour chacun d'entre nous. Nous voulions organiser cette conférence dans un lieu unique et stimulant, symbolisant l'innovation, le dynamisme et l'audace. Merci donc à Vincent Lagarde, fondateur du groupe AVA, qui nous accueille chez lui ce matin dans cette magnifique salle. Vincent Lagarde, on ne présente plus, mais pour la forme, un homme de vision et d'innovation. Son parcours ne peut que nous inspirer, car il nous montre que Maurice a tout pour innover. Nous avons tous hâte de découvrir l'AVA Technopark, le premier parc industriel de dispositifs médicaux de Maurice. Encore merci pour cet accueil. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement réunis pour écouter des présentations ou échanger des idées. Nous sommes ici pour imaginer, anticiper et surtout préparer l'avenir de notre industrie locale. J'aimerais commencer en citant Richard Tobacowala, qui est un auteur, conférencier et enseignant que je suis depuis quelques années, depuis le Covid plus précisément. Comme il le dit si bien, « The future does not fit in the containers of the past ». Ce que nous avons appris, ce qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui, ne suffira pas pour nous mener là où nous devons aller demain. Que vous soyez dans les secteurs de l'agroalimentaire, l'imprimerie, la chimie ou tout autre secteur de notre production locale, nous avons tous ici en commun la nécessité, je dirais même l'urgence, de nous réinventer. L'automatisation, la digitalisation, la robotique, l'intelligence artificielle, pour ne citer que, ne sont pas simplement des buzzwords, ce sont les instruments, et je me tourne vers Catherine Gris, les instruments de notre prochaine révolution industrielle. Mais pour que ces outils portent leurs fruits, il faut bien plus que de la technologie. Il faut de la vision, il faut du courage, il faut de l'audace, l'envie d'y aller et d'y croire, et surtout une capacité à prendre des risques calculés. Nous savons tous que l'innovation n'est pas un luxe, c'est une nécessité.
Elle ne se contente pas d'améliorer l'existant, elle redéfinit nos paradigmes. L'innovation n'est pas automatique, on aimerait bien, mais on ne peut pas peser un bouton et se dire « ça y est, on innove ». Elle ne se décrète pas, elle se cultive. Et c'est ce qu'on a à cœur à l'AMM au Mélimos. Aider notre réseau d'entrepreneurs, de dirigeants à innover et cultiver ce sentiment et cette notion d'innovation. C'est pourquoi nous devons créer des environnements où la créativité est valorisée, où l'erreur n'est pas punie, mais comme un tremplin vers le succès. Nous devons adopter un mindset qui accepte le risque, un mindset capable de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à penser au-delà de vos murs, de vos entreprises. L'avenir de notre industrie locale ne repose pas sur les efforts isolés de quelques pionniers, mais sur une collaboration massive et transversale. Nos défis sont communs, nos opportunités le sont aussi. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, que malgré toute la technologie qui nous entoure, l'innovation est avant tout une aventure humaine. Les machines peuvent exécuter les tâches, mais seules les personnes peuvent rêver, inventer et transcender. Ce sont vos équipes, vos collaborateurs et vous-même qui ferez la différence. Investissez dans leur formation, encouragez-les à penser différemment et surtout, donnez-leur les moyens de concrétiser leurs idées. En conclusion, puisqu'il me reste 5 minutes, merci Yannick, je vous appelle à saisir cette journée comme une opportunité. Une opportunité pour reconsidérer vos stratégies, pour repenser vos modèles d'affaires, pour réimaginer ce que vos entreprises peuvent devenir. Unissons nos forces pour propulser notre industrie locale vers une nouvelle ère de croissance durable et de succès collectif. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une journée riche en idées, en échanges et en perspectives nouvelles aux côtés de nos experts. J'en profite également pour remercier chacun d'eux pour leur engagement à nos côtés. Je vous salue et je vous remercie tous. Un grand merci à la HRDC pour leur soutien à travers le Sectoral Skills Development Scheme, SSDS, pour les intimes, ainsi qu'à la MCB, notre partenaire fondateur financier du Mélimos, sans qui cette journée n'aurait pas eu lieu. Merci à tous. Bonne journée. Le Dr Harry Chilia, Acting Deputy Director aujourd'hui du HRDC. Members of EMN, CEO EMN, very good morning to you all. I'm very glad to be in your midst today to launch this skill development program. And I think it's very topical and important because we're talking about digitalization and robotics. In general, what we're talking about is just transition. So we are very happy to be part of this program. Along the years, as mentioned by Shirin, the HRDC has been a continual partner to IMEN and to the manufacturing sector in general. We have contributed, be it through the levy schemes or other types of schemes, but here I would like to maybe mention a few collaborative projects which basically stick to mind. Innovative approach to circular economy, sustainable management of the supply chain, applying Lean Sigma in different processes in medical devices industry. So just to give you a flavor of the type of projects that we want to push and promote. As we know, the manufacturing sector is buffeted by a myriad of challenges. And we acknowledge the need to continually upskill, reskill. As I mentioned, we need to increasingly adopt technology, be it automation or robotics. This is prerequisite. As you're aware, I just mentioned it earlier, the Council Services Health Schemes. And through the levy, we invested around 85 million in financial year
2023 in promotional training for the manufacturing sector. Obviously, we also cover other sectors as well. But today's skill program is grafted on, as Shirin mentioned, on a very specific scheme, which is the SSDS. The SSDS is very peculiar because we look at skills at sectoral level. So enterprises in a particular sector tend to face, in general, some common skills needs. And through this scheme, we try to seek to find solutions how to plug these gaps. But specificity of this instrument is it is integrative and, more importantly, developmental in nature. It not only facilitates face-to-face training, but maybe more importantly, it promotes in-situ skill development at enterprise level. I think that's very important, not only to train, but to transfer training at level of enterprises. I think this is something upon which we need to focus. To operationalize this concept, we are very happy to have in our midst resource person from ICAM to ensure that knowledge is not only shared, but maybe more importantly, capabilities are developed and transferred at level of enterprises. I think this transfer of training is very important, and this is something we need to emphasize. This philosophy of transferring theoretical training to solve real issues, be it technological or non, is crucial and should be integral to any skill development program. Training should be geared towards addressing production and productivity issues. Bearing in mind this philosophy, we are also collaborating, just a small bracket, with UDM to launch a call for proposal on a master's on industrial IoT. So we work with all stakeholders in the manufacturing sector. So I take this opportunity to all those who are interested to please have a look and see if they can partake in this prospect as well. On a concluding note, I would like to impress upon all participants here today to make the most of ICAM's expertise to further progress the technology adoption agenda of their respective enterprises. I thank you for your attention and wish you a fruitful technological journey. Thank you. Merci beaucoup, Dr. Guilien, pour vos mots et votre support habituel, très précieux encore une fois. Nous sommes dans un auditorium magnifique qui voilà, un super groupe AVA médical, et nous avons l'opportunité d'avoir aujourd'hui son founder, pour dire le mot en anglais, qui est Vincent Lagarde aujourd'hui, et nous avons ce privilège de l'avoir. Merci Vincent pour ton agilité, et également à Laurence également dans l'organisation de cet événement. Oh. C'est juste après, pardon. Voilà. Merci Samuel, merci Shirin, docteur. C'est une joie d'être parmi vous aujourd'hui. J'en connais quelques-uns depuis longtemps, d'autres moins, puisque vous êtes beaucoup plus jeunes que moi. Donc moi je suis parti des meubles maintenant, ça fait 25 ans que je suis à Maurice. Et on m'a demandé de faire un petit speech sur l'industrie du futur. Donc effectivement, nous sommes dans notre auditorium, on se sert de cet auditorium pour nos formations, mais pas que, c'est ouvert à tout public. Donc, l'industrie du futur à Maurice, pour moi, il faut qu'elle soit, alors c'est ma vision à moi, hein, donc bien sûr, ça peut être une vision partagée, vous avez d'autres choses, vous allez sûrement en discuter aujourd'hui. Il faut qu'elle soit à forte valeur ajoutée. Donc, une forte valeur ajoutée, ça veut dire, monsieur le directeur, formation HRDC spécifique, donc vous en avez parlé, mais je pense qu'il faudra faire des formations beaucoup plus courtes et beaucoup plus impactantes, parce qu'un an et demi c'est beaucoup, donc, mais à voir. Mais le remboursement aussi, c'est un problème pour nous, actuellement c'est à 70%, pour d'autres compagnies c'est 60%, ça serait bien sur des choses spécifiques à forte valeur ajoutée, avoir un scheme particulier. Et bien sûr, qui dit formation spécifique dit meilleur salaire. Bien évidemment, tout le monde, et nos politiques en particulier,
augmente le salaire minimum tous les 6 mois. Donc, on est obligé de suivre et c'est OK. Nous, on est OK par rapport à ça. Maintenant, il nous faut une vision. Il faut qu'on puisse anticiper ces choses-là. Et si on a des activités maintenant à forte valeur ajoutée, on va pouvoir effectivement aller sur cette orientation-là. La deuxième chose, c'est les technologies. Dans les technologies, je n'ai pas copié sur Chirine, hein, effectivement, c'est tout ce qui est lié à automatisme, robotique, etc. Ça, il n'y a pas de débat, on ne va pas y couper dans tous les secteurs d'activité. Et tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, voilà. Donc, on peut discuter de tout ce que vous voulez, mais ça, c'est important. Et enfin, il faut que ça soit disruptif. Alors, dans certains de vos secteurs d'activité, vous avez l'impression que ce n'est pas disruptif. Mais en fait, ça dépend comment vous voyez les choses et comment vous allez vous organiser. Je prends un exemple sur les audits énergétiques. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui font des audits énergétiques, je veux dire, appropriés. Donc, alors là, je vends un peu notre groupe parce qu'on est en train de lancer une société qui s'appelle Ava Énergie et on va faire de l'audit énergétique. Alors, on ne le fait pas pour les gens extérieurs, pour l'instant, on le fait en interne pour valider effectivement tout ce qu'on va trouver. Ensuite, les énergies renouvelables, bien évidemment, mais ce qu'on entend actuellement, c'est des fermes solaires, c'est tout ça, etc. Il n'y a pas trop, à mon sens, encore une fois, il n'y a pas trop de vision à long terme dans le pays. C'est malheureux, mais c'est comme ça va peut-être changer. Alors, je suis direct, hein, vous avez vu, il n'y a pas de problème. Je dis ce que je pense. Et donc, dans les énergies renouvelables, on ne parle pas de micro et de mini-grid. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'il y a des experts dans la salle qui pourront vous en parler plus tard. Mais ça, c'est le management de l'énergie du futur. Le problème, ça va être la CEB. La CEB, on a besoin de lui dire comment aussi travailler. C'est des nouvelles façons de travailler et il y en a un peu partout dans le monde. Maintenant, ça, c'est un autre point. Et le dernier point, c'est le nucléaire. Quand je vous ai dit que c'est disruptif, effectivement, c'est très disruptif. Moi, je ne comprends pas une chose. J'ai lu dans le Business Mag de cette semaine, qu'a priori, la facture énergétique pour l'île Maurice pour l'année à venir, ça va être dans les 70 milliards de roupies. Donc, c'est importation de pétrole, d'huile lourde, de je ne sais pas quoi. Les 70 milliards, ce qui équivaut à peu près 1,4 milliard d'euros. Et ça, c'est par an. Mais si ça reste comme ça. Donc, moi, je demande au gouvernement, mais ça coûterait quoi 4 mini-centrales de 100 MW, chacune posée sur un bateau au large de Maurice? Si on fait ça, l'île Maurice est complètement décarbonée. Mais décarbonée en 1 an. Mais quel est le coût de ce truc-là? Donc il suffit tout simplement de demander au ministère de l'économie et des finances, mais notre ami n'est pas là, monsieur le ministre. Je lui poserai la question pour dire, faites travailler une personne pour faire au moins un audit énergétique, on en est là, de ce qui se passerait si jamais, et quels seraient les changements majeurs. Sur 50 ans, on pense que c'est à peu près 50 ans d'espérance de vie, hein, pour une centrale. Ça fait plus de 50 milliards, hein, à mon avis, c'est gratuit. Et donc notre énergie, on serait indépendant énergétiquement, on serait la seule île à être comme ça, et il n'y aura plus de pétrole, quoi. Hein, donc voilà. Ouais, quelle serait la durée de vie? Donc ça, c'est une idée, je pense qu'elle ne verra jamais le jour, hein, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut être disruptif. Donc et là, parce que c'est lié à des gouvernements, c'est lié à une organisation, mais ça, c'est pour vous, c'est-à-dire penser les choses différemment. Alors, pour moi, pour en résumer, et je vais m'arrêter là, ça va être très rapide, voilà, exactement, c'est la création d'expertise et d'emploi. Donc, on valide à Maurice sur des nouvelles technologies et disruptives, et après on l'exporte dans la région en Afrique. L'amélioration pour le gouvernement et pour les corporats étatiques, MQA et HRDC, c'est trop longue durée de remboursement, pour nous en tout cas. Peut-être qu'on ne fait pas bien les choses, mais il faut que ça soit beaucoup plus proactif. Et Registrar of Company, ça c'est un problème pour nous aussi, c'est trop long, c'est pas au niveau de ce qu'on voudrait que soit l'île Maurice. Donc ça c'est des actions que je préconise, et puis je pense que j'ai terminé. Je vous remercie et je vous souhaite passer une bonne journée. Merci beaucoup Vincent. Merci pour tes mots et ta vision très très intéressante et pertinente qui nous emmène à réfléchir en tout cas tous ces sujets drastiques en tout cas de manière nationale. Donc sans plus tarder, nous allons conclure cette séance protocolaire
par la présence de Pamela Chan, Head of Business Banking de la MCB, donc encore une fois notre sponsor historique du Made in Maurice. Bienvenue Pamela. Les membres du conseil d'administration de l'AMM, Sheringhanu, le CEO de l'AMM, les partenaires du programme d'industrie d'IMEM, les participants de ce troisième parcours l'industrie du futur. Chers invités, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse aujourd'hui ces quelques mots à l'occasion de cette conférence qui tourne autour d'une thématique d'actualité et qui, à l'MCB, nous tient particulièrement à cœur. En tout premier lieu, je voudrais vous présenter pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pamela Chan et j'ai pris les fonctions de Head of Business Banking de l'MCB depuis peu. Nous aurons certainement l'occasion de faire plus ample connaissance. En tant qu'institution bancaire et partenaire financier des entreprises à Maurice, et ce depuis des décennies, la MCB ne pouvait qu'être sensible à ce projet et à un sujet comme la tradition digitale, surtout dans un monde où la technologie a pris une place focale. Comme vous le savez, la banque a toujours été un partenaire privilégié de l'Association of Merchant Manufacturers et de la valorisation du savoir-faire local à travers le label Made in Maurice. Une aventure qui dure depuis plus que 10 ans maintenant. Soutenir le Made in Maurice était pour nous une évidence, mais signifiait aussi d'aller au-delà de notre rôle de banque en mettant en envergure les valeurs qui lui sont associées. La valorisation du savoir-faire et de la compétence de la main-d'œuvre locale s'inscrivent parfaitement dans le droit fil d'un des piliers clés de notre engagement de développement durable, Success Beyond Numbers, à savoir le soutien à une économie locale et durable. Fort de constant, nous avons voulu créer un écosystème holistique afin que les entreprises locales puissent s'épanouir. Nous avons au sein des équipes que je dirige, des professionnels qui sont à l'écoute des entrepreneurs afin de les égayer et de les aider au quotidien. Nous mettons aussi à leur disposition des services spécialisés tels que notre application Juice Pro ainsi que la plateforme Punch qui veulent des outils adaptés aux besoins en constante évolution des PME. Nous avons aussi relancé notre Local is Beautiful Scheme. Ce programme encourage l'accès au financement pour les entrepreneurs responsables, tout en mettant en avant les pratiques commerciales durables. J'invite d'ailleurs les PME désireuses d'en avoir davantage de se rapprocher de nous afin de voir comment nous pouvons collaborer ensemble. Historiquement, la MCB a toujours soutenu les entreprises locales et continuera à le faire. Nous restons convaincus que la prospérité du pays repose sur le développement d'une économie locale, dynamique et inclusive, où les PME reçoivent le soutien nécessaire pour prospérer, qui nourrit chaque jour ce soutien indéfectible de la MCB. Je vous remercie pour votre attention. Merci Pamela pour votre support.
habituelle et de votre présence maintenant à ce poste de Head of Business Making à MCB. À présent, je vous invite à retrousser vos manches. Nous allons passer plus concrètement dans le sujet de l'industrie du futur. Donc rapidement, peut-être un petit rappel. Qui avons-nous présents dans la salle aujourd'hui? Qui sont les collaborateurs qui font partie de l'écosystème de l'AMM, de l'industrie? Donc l'objectif de cette réunion aujourd'hui, de cette conférence, était réellement de pouvoir réunir un maximum de personnes interreliées directement ou indirectement autour de ce sujet. Premièrement, qui avons-nous? Bien évidemment, un secteur privé, des entreprises, des experts au sein de ces différentes entreprises, qui sont demandeurs, qui ont des visions différentes, des enjeux, des défis, etc. En face, qui en avons-nous? Des expertises. Dans notre réseau, nous avons DMS, ECS, parmi, je ne sais pas si certains sont présents aujourd'hui, Naveo, ECS, Ecoasis, Cybelle, ETMS et Ecom. Ecom, nos deux intervenants vont intervenir tout à l'heure. Cybelle, Sachin, un de nos administrateurs. Donc nous avons donc des solutions, des providers de solutions techniques dans notre réseau et également à Maurice. Nous avons aussi des supports parapublics tels que le National Computer Board, le MDPA ou l'Institute of Technical Education and Technology. Toutes ces personnes ont aussi été dans la boucle de cet événement et font partie indirectement, en tout cas, de nos différentes présences, en tout cas chez des comités de réflexion, etc. Qui avons-nous encore? Nous avons des organismes montant en compétences, des centres de formation, tels que notre présence sur le High Education Commission, en fonction de certains sujets à partager liés à l'industrie, bien évidemment, où nous sommes présents, l'Université de Maurice, Polytechnique, le Collège technique de Saint-Gabriel et l'UDM. Donc là, nous avons là un panel de futurs ingénieurs, de futurs techniciens en entreprise qu'on a voulu aussi avoir dans la boucle pour écouter justement quels sont les enjeux de cette industrie locale et régionale. Nous avons bien évidemment des partenaires financiers, donc la MCB, le HRDC que vous connaissez, le IFCM aujourd'hui, et de manière un peu plus collective, j'ai envie de dire, peut-être sur des montants beaucoup plus importants, où là c'est plutôt l'AMM qui agit en tant qu'intermédiaire pour pouvoir réaliser ce genre de projet et répondre à ce genre d'appels d'offres qui sont par exemple des appels d'offres au niveau de FD, de Cap Business, de l'Union européenne ou de la Banque mondiale. Tout ça sont donc des partenaires financiers qui, en l'occurrence, sont là aussi pour les industries qui ont besoin de solutions de financement aussi. Nous aurons une intervention de la MCB cet après-midi qui vous partagera justement quelques solutions qu'il propose aux industriels. Nous avons évidemment des partenaires directs du secteur privé ou même parapublic, donc la MEXA, Business Mauritius, MCCI, l'IDB ou le MRIC. Et pour finir, nous avons évidemment les différents ministères, le secteur public, qui doit être présent dans toutes nos réflexions à notre écoute pour pouvoir donner des guidelines également et nous supporter par exemple au travers du budget memorandum que nous travaillons chaque année pour les industriels. Hein. Définitivement, c'est pour vous que nous réalisons nous réfléchissons ces différentes mesures dans l'espoir de pouvoir supporter le secteur au mieux. Et là, même dans tout ça, vous l'avez compris, on est au milieu de tous ces acteurs. On fait les liens, on va chercher les bonnes personnes là où il faut, on monte les parcours comme celui d'aujourd'hui pour vous avant tout. On a donc là le radar des collaborations publiques-privées de l'AMM. Qui avons-nous aujourd'hui? 27 entreprises participantes à ce parcours, 68 participants de différents secteurs. Donc nous avons une majorité d'entreprises agroalimentaires dans notre réseau, de la chimie, du bâtiment, de l'imprimerie, du textile et des services à l'industrie, évidemment, qui sont présents, en tout cas qui ont levé la main pour participer à ce parcours. Important de noter, comme on l'a déjà dit, la MCB et le HRDC, nos partenaires clés, j'ai envie de dire, sur l'ensemble de ces projets de montée en compétences qu'on vous propose, qui sont évidemment directement liés au SDG 17, donc Partnerships for Goals. Donc cet ODD est vraiment au centre de nos réflexions, en tout cas là, même au Made in Maurice, dans tout ce qu'on fait. On parle tout le temps de collectif, que c'est ensemble que nous avançons. Et voilà, donc on ne réalise pas ce genre de projet sans des partenaires clés
tels que ces deux acteurs présents aujourd'hui. Un petit rappel du contexte, peut-être. Je m'excuse auprès de l'équipe, j'ai répété ça peut-être à peu près 52 fois, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. L'industrie d'email a commencé en 2021. Nous réfléchissons ces thématiques sur la base de quelques piliers, à savoir, premièrement, évidemment, vos besoins, les besoins des industriels. Deuxièmement, un cadre réglementaire qui peut changer. Par exemple, en 2021, on a lancé avec Calitropic l'éco-conception. Donc c'était la fameuse mesure Plastic Ban, Single Use Plastic, qui repointe son nez chaque année, et ça va réarriver en tout cas pour le début de l'année prochaine. Donc, comme d'habitude, on a mis sur le coup avec les différents partenaires pour travailler et trouver des solutions sur ce sujet. Deuxième thématique, accompagnée de BioWay cette fois-ci, gestion durable de la supply chain et achat responsable. L'objectif était là en écho direct avec la crise Covid et la crise russo-ukrainienne qui a impacté directement la supply chain globale. Étant un pays insulaire au bout de la chaîne, évidemment, vous savez tous ces problématiques, hausse de fret, de coûts de fret, hausse de coûts de matières premières, etc. L'objectif était de réfléchir autrement sur cette chaîne globale et réfléchir de manière un peu plus responsable les achats, peut-être par exemple par un sourcing régional, des substituables aux matières premières, etc. Et pour finir, nous en sommes là aujourd'hui. Donc un contexte favorable évidemment avec le fil rouge de la difficulté d'accès à la main-d'œuvre où les industriels ont envie de s'automatiser de plus en plus, d'où cette thématique identifiée et réfléchie ensemble. Avant de donner la parole à Kendall, je pense que c'est même plus la peine de le présenter. Kendall, une référence en tout cas de précurseur en matière de technologie avec son entreprise Airtenit. Donc Kendall aura une intervention très intéressante. Je vous invite à être très attentif et de réfléchir évidemment à quelques questions puisque nous aurons, comme prévu initialement, un temps de questions-réponses après. Et voilà, je vous invite peut-être à une petite vidéo de ton entreprise avant de se lancer. C'est parti. Incroyable, n'est-ce pas? On dit qu'on aurait des technologies telles que celle-ci à Maurice, bien cachées. Kendall, je t'en prie, peut-être que tu peux me rejoindre. On va juste, un petit aspect technique, installer ton ordinateur. Super. Hop. Donc, bonjour à tous. Ça fait bizarre de regarder cette vidéo en accéléré. Je pense que tu l'as accéléré pour des contraintes de temps. Ah non, c'est pas la vitesse normale, ça. On va doubler la vitesse. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais partager peut-être quelques points sur Airtenit. Donc, Airtenit, c'est une entreprise aujourd'hui où nous employons 1700 personnes, donc on a été fondé en 1970, donc ça fait 54 ans que nous existons. Et je pense que vous le savez tous, c'est très rare d'avoir des entreprises textiles qui restent dans le même pays pour 54 ans, parce qu'aujourd'hui le modèle qui est appliqué en général dans le monde entier, c'est que les entreprises textiles sont constamment à la recherche de pays en voie de développement, justement pour profiter de la main-d'œuvre au marché,
Et donc, il existe rarement des entreprises qui ont plus de 50 ans dans le même pays et continuent à opérer dans le même pays. Notre mission, c'est d'accélérer la transition vers l'habillement durable. Dedans, j'insiste sur deux mots, qu'il y a une transition nécessaire. C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'on ne peut plus produire de la même façon, il faut plus de transparence, il faut produire de façon plus responsable, mais il faut aussi produire de façon à augmenter la valeur ajoutée par personne. Parce que un des éléments clés pour notre survie, c'est de pouvoir augmenter la valeur ajoutée par personne de façon continuelle chaque année. L'autre mot que j'insiste, c'est l'accélération. Donc il y a une urgence dans pratiquement toutes les choses que vous voyez, changement climatique, technologie, etc., avec l'intelligence artificielle, tout est en train d'accélérer. Donc il y a une urgence dans ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vais en parler, je vais en dire plus dessus. Maintenant, je vais expliquer ce que nous appelons l'habillement durable pour nous, juste en quelques mots. Donc, d'abord sur l'aspect social. Donc, je disais l'importance d'être un opérateur économique responsable et de ne pas forcément licencier, de dire voilà, mais ça coûte trop cher et on va dans un autre pays pour continuer à produire. Donc, c'est vraiment adapter notre industrie au niveau de vie, mais aussi au niveau de développement de la population. Je dirais, lorsque on s'était installé à Maurice en 1970, je crois que l'île Maurice avait essentiellement de la main-d'œuvre bon marché, et donc c'était normal d'utiliser la main-d'œuvre bon marché à l'époque, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et par contre, on a une opportunité, c'est qu'on a beaucoup plus d'ingénieurs, on a beaucoup plus de techniciens, on a des designers, etc., qui travaillent, qui ont un niveau de connaissance plus élevé. Et donc, à travers toutes ces années-là, on a changé notre business model, où au lieu d'utiliser de la main-d'œuvre bon marché, mais aujourd'hui, on utilise beaucoup plus de technologie et beaucoup plus d'ingénieurs pour faire nos opérations. Aspect économique, très important, on ne peut pas survivre sans une viabilité économique. Donc, on recherche sans arrêt à augmenter la valeur ajoutée par personne. Donc, ça commence d'abord par la productivité. Donc, comment augmenter notre productivité à travers l'automatisation, à travers la digitalisation, robotique, etc. À travers l'innovation aussi, parce qu'on sait très bien que si on continue à vendre les mêmes produits d'année en année, ben, certainement ça devient une commodité et que donc voilà, les prix baissent. Et aussi à travers le marketing, donc promouvoir, donc non pas vendre notre entreprise, nos produits comme une commodité, mais plutôt vendre le côté innovant, le côté exclusif, le côté responsable, adapté avec les besoins actuels. Et dernier, l'aspect environnemental, donc émissions de carbone et minimiser notre impact sur l'environnement. Sur là, on a représenté, c'est un petit peu notre organigramme. Donc au milieu, vous allez voir, ce sont les 5 activités qui sont importantes, qui vont générer des revenus pour l'entreprise. La recherche et développement, l'acquisition de clients et de commandes, le traitement des commandes et ensuite la production. Donc ça, c'est les 5 activités qui doivent fonctionner parfaitement pour l'entreprise pour continuellement augmenter le revenu. Et ils sont supportés au bas par ces 4 fonctions-là. Donc, nous avons d'abord ce que nous appelons le production support. Donc, c'est les équipes qui vont directement supporter ces 4 fonctions-là. Ensuite, nous avons la deuxième équipe qui est Productivity and Solutions. Donc, dedans, nous avons des ingénieurs, des programmeurs. Donc, on est l'une des rares entreprises employées à temps plein, une vingtaine de développeurs pour développer tous les softwares de l'entreprise, de notre ERP jusqu'à système AI, jusqu'à des applications mobiles, jusqu'à notre propre CRM qu'on vient de lancer cette année. Donc, ces équipes-là vont venir constamment proposer des solutions pour améliorer la performance de ces 5 activités-là. Ensuite, nous avons le management control, donc tout ce qui est accounting, finance, compliance et sécurité. Et ensuite, sustainability support, ça veut dire toutes les équipes qui vont gérer l'aspect environnemental. Et en haut, nous avons un comité pour adapter constamment notre stratégie
par rapport à marketing and sales, innovation, technologie, opération, l'aspect talent et aussi l'aspect environnemental et social. Donc, pour nous, c'est... On n'a pas réellement d'organigramme. Pour nous, ça, c'est notre organigramme parce que ça dit exactement ce que le rôle de chacun et quelles sont les fonctions importantes dans notre entreprise qui ajoutent de la valeur. Et chacun connaît exactement son rôle et que... donc, tout le monde qui travaille savent que ce n'est uniquement lorsque nous avons terminé la production, qu'on a livré nos clients, que l'ensemble de l'entreprise sera, entre guillemets, récompensé pour l'effort fourni. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas, je dirais, plonger directement dans la technologie, de dire voilà, il faut automatiser pour automatiser, mais de bien comprendre la structure des coûts. Donc nous avons une façon assez différente d'analyser nos coûts. Donc ici en haut, nous avons le coût d'activité, le coût de R&D, le coût de l'acquisition de clients de commandes, le coût de traitement des commandes, et ensuite les coûts de production, séparés en coûts fixes et variables. Ensuite, en colonne ici, nous avons les ressources utilisées pour faire ce process-là. Et donc, en premier, nous avons les matériaux. Donc, on a séparé en matériaux qui ajoutent de la valeur et les matériaux qui n'ajoutent pas de la valeur. Donc, pour nous, par exemple, ça va être tout ce qui est emballage, carton, hang tag, etc., qui n'apportent aucune valeur au produit, mais que le client nous demande quelquefois d'utiliser de plus en plus. Quelquefois, je suis sûr que vous avez vu des vêtements qui ont 4 ou 5 étiquettes accrochées aux vêtements et que la première chose qu'on a acheté, on coupe, on jette. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a fait cette analyse-là, on a vu que ça représentait quelquefois, avec certains clients, jusqu'à 15% des matériaux utilisés. Ça veut dire qu'on est en train de mettre 15% qu'on va ajouter à la poubelle directement qui n'apporte rien au consommateur. Ensuite, nous avons le coût des opérateurs. Donc là, on a catégorisé en le coût pour les opérateurs ainsi que les outils qu'on met à leur disposition. Donc ça, c'est les outils de production. Donc ça, pour comprendre combien coûte réellement la main-d'œuvre pour produire. Ensuite, ici, nous avons les équipes pour gérer l'entreprise, ainsi que les outils. Pour nous, ça va être les systèmes informatiques qu'on met à leur disposition, donc tous les logiciels qu'on développe pour eux. Et ensuite, en dernier, utilities et énergie, eau et électricité, et fuel, etc. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est après ça qu'on a commencé à réellement décider, est-ce qu'on digitalise? Donc ça, c'est la partie digitalisation. Est-ce qu'on automatise? Ou est-ce qu'on doit travailler sur MUDA pour réduire les matériaux, etc. Et nous savons tous que si on regarde l'évolution des coûts, le coût de la main-d'œuvre va sans cesse augmenter, alors que le coût des technologies vont sans cesse diminuer. On est conscient de ça, c'est pour ça que souvent, même si on a travaillé sur un projet et que cette année, le retour sur investissement nous semble un peu long, mais on sait qu'après quelques années, on sera peut-être sur cette position-là où maintenant ça vaut la peine parce que le coût de la technologie aura tellement baissé que maintenant le retour sur investissement est pratiquement... Question-réponse pour Kendall. N'hésitez pas, ça fait une information précieuse. Merci de nous avoir fait le privilège de partager ta méthode. Donc, c'est des méthodes qui peuvent être a priori quand même réfléchies à différentes échelles, plus grandes, plus petites entreprises, à le faire par étapes. C'est une première question. Quel serait ton conseil, par exemple, pour une PME, pour commencer à embrayer cette transformation? Est-ce que c'est un point de vue financier, en termes de priorité? Je pense qu'on doit commencer d'abord par l'analyse des coûts, comme j'ai montré, de savoir là où il y a vraiment des opportunités pour faire des économies. Parce que si la priorité, si aujourd'hui vous opérez et que vous n'êtes pas en train d'utiliser les ressources dans lesquelles vous avez investi, les équipements tournent à 50%, ça ne sert à rien d'automatiser. Investissez dans le marketing, dans la vente, développez les systèmes informatiques pour ça,
au lieu d'automatiser. Donc il faut bien comprendre où sont les contraintes pour une entreprise. Oui. Ouais. Merci déjà pour la présentation extrêmement intéressante et informative. Kendall, je vois que bon, vous êtes hyper bien staffé au niveau de Artemis. Je voulais savoir, ce staff-là, c'est du staff local, mauricien, ou c'est tous vos développeurs? Vous disiez que vous aviez une grosse équipe de développeurs, que vous avez développé votre ERP, tout est localisé. Donc, est-ce que c'est du staff, c'est que du mauricien, ou c'est aussi de l'expatrié? Il y a 2 expatriés et tout le reste sont mauriciens. Ouais. D'accord. Okay. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour nous de recruter. Donc, on a choisi d'utiliser des solutions low-code. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, low-code et normal. Il y a low-code et normal. Parce que on n'a pas la prétention de développer des logiciels qui vont aller concurrencer SAP, Oracle. Ouais. Donc, il nous faut simplement des solutions très simples. Je crois qu'aujourd'hui, de base de données, on sont de l'ordre de quelques centaines de gigas en termes de taille. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de données, des millions de records dessus. Mais on utilise une solution low-code pour, je dirais, développer de façon effective. Ne pas perdre du temps à vraiment programmer, mais à développer des solutions qui sont utiles pour nos utilisateurs. Donc, il y a déjà une base, et vous venez customiser, on va dire. En fait, on a commencé le développement de notre ERP en 2010, et en fait, c'était moi avec 2 autres personnes. Nous avons commencé ça il y a 14 ans. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui font ça à temps plein pour continuer à apporter des nouvelles fonctionnalités. Merci. Pour le questions, s'il vous plaît, je vous demande juste de vous présenter en 2 secondes. Quelle entreprise vous êtes? Ah oui, pardon. Fabrice Unionville de Saint-Gobain, l'océan Indien. Bonjour Fabrice, merci pour la question. N'hésitez pas à profiter du moment. C'est bon. Les pratiques intéressées quand tu as parlé du marketing, que tu développais tes produits, de sans moins une communauté export, mais beaucoup plus de branded products. Tu vois l'avenir, pouvoir rester à Maurice, l'entreprise, aller dans cette direction. Je crois que c'est important pour toute entreprise de continuer à innover en termes de produits, parce que je pense que les goûts évoluent, les besoins évoluent. Dans notre cas, c'est vrai, la mode change, mais depuis peu de temps, on a commencé à se... Comment dire, on ne se considère pas comme une entreprise de fast fashion. Parce que tout le monde sait que le fast fashion n'est pas forcément durable. Et donc, aujourd'hui, au niveau des recherches et développement, au niveau produit, on a 3 directions très claires. Le premier, c'est de prendre des current best-sellers et de les améliorer. Better, cheaper, faster, améliorer en termes de qualité, améliorer en termes de coût et en même temps améliorer les délais de production. Le deuxième aspect, c'est de fabriquer des produits qui sont plus durables avant la production, pendant la production et après la production. Donc avant la production, c'est de choisir des matériaux qui ont moins d'impact. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser du coton normal, coton bio, au lieu d'utiliser du polyester normal, d'utiliser du polyester recyclé. Donc pendant la production, c'est de choisir des process qui ont moins d'impact sur l'environnement, utilisent moins d'eau, moins de produits chimiques, moins d'énergie. Et en troisième, c'est de créer des produits qui sont soit facilement recyclables ou alors biodégradables. Parce que la plupart des clients qu'on a rencontrés aujourd'hui, en fait, il n'y a pratiquement aucune marque qui développe des produits en pensant qu'est-ce que je vais faire en fin de vie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit qui a été créé pour faciliter le recyclage, pour diminuer l'impact en fin de vie. Donc, on travaille dans ces 3 directions.
Donc on est moins ce mode. C'est pas parce que la mode, c'est aujourd'hui vous faites c'est cette couleur-là, cette matière-là qui est la mode. Dans 6 mois, ça aura changé et on fait que courir derrière